Donc on a demandé à Frédéric, avec qui on travaille depuis très longtemps, et qui a déjà participé à de nombreuses aventures avec Melsion, de réfléchir à la façon de partager la valeur qui est créée avec les collaborateurs. C'est un vrai sujet parce que la plupart des solutions qui sont proposées sont des solutions qui offrent des vrais freins, en ce sens qu'elles souvent permettent pas bien de gérer la question du salarié qui part ou la question du salarié qui va rentrer demain sur un pied d'égalité. Et qu'en plus de ça, la plupart des mécanismes qui sont en place sont des mécanismes qui sont plutôt partis sur l'idée d'une cogestion plutôt que sur l'idée d'un partage de la valeur. Donc Frédéric a réfléchi, il est revenu vers nous avec une solution qui est finalement une combinaison de deux outils. Un outil qui est l'attribution d'actions gratuites, qui a été rendu plus facile ces dernières années avec les lois Macron entre autres, mais pas seulement. Et puis la conjonction de cette l'attribution d'actions gratuites avec la notion d'action de préférence, qui est une notion qui vient du droit anglais, qui a été adoptée en 2006 ou 2007, donc ça fait longtemps, sauf que la plupart des gens ne maîtrisent pas bien, alors que Frédéric s'était intéressé depuis longtemps, il nous en avait déjà parlé dans un des séminaires Melsion il y a quelques années de ça. Il y a quelques années, effectivement. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est d'utiliser deux mécanismes qui sont connus, qui sont les actions gratuites et les actions de préférence pour finalement proposer aux salariés un mécanisme d'intéressement, de partage de la valeur, qui ne soit pas un mécanisme, qui ne soit pas nécessairement un mécanisme de partage du pouvoir, puisque en fait le fait d'être actionnaire, ça donne un certain nombre de droits dans l'entreprise et en particulier le droit de vote. Ça donne aussi des droits financiers. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de préserver ou de favoriser les droits financiers dans le mécanisme des actions gratuites, mais de ne pas nécessairement donner un droit de vote qui est plutôt un droit politique et qui n'est pas nécessairement opportun dans le cadre d'un partage de valeur. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous parler déjà des problèmes de risque, ce qui fait en fait finalement la difficulté de cet exercice, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions entre les différents droits qui s'appliquent au sujet, entre le droit des sociétés, le droit social, le droit fiscal, enfin il y a quand même à chaque fois l'écueil majeur en fait dans les mécanismes de partage de valeur avec les salariés, c'est la requalification de ces mécanismes en avantages en nature, ce qui entraîne une taxation de ces instruments à l'URSSAF pour l'entreprise. Donc ça, c'est un premier risque. Et ça peut faire beaucoup d'argent. Ça peut faire beaucoup d'argent, puisque les cotisations URSSAF représentent une part très importante des coûts des entreprises. Et pour le salarié, ça peut aussi être considéré comme un salaire, donc c'est taxable en tant que traitement et salaire. Donc, si on arrive à un résultat comme ça, on a un peu raté l'objectif. C'est-à-dire que non seulement on doit payer à peu près l'équivalent en charges sociales, mais c'est du cash, alors que ce qu'on a donné, c'était des actions. Et en plus, le salarié, lui, va devoir donner du cash sur des actions qui n'ont encore aucune... Oui, qui ont une valeur, qui peuvent avoir une valeur, mais qui n'a pas une valeur liquide, puisque par hypothèse, là, on est sur souvent dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés cotées, donc il n'y a pas de marché pour la liquidité des actions. Donc ça, c'est un risque important qui est partagé par l'entreprise et par le salarié. Donc là, il y a, je pense, un alignement d'intérêts pour trouver un système qui soit sécure pour les deux parties. Et pour l'actionnaire, le risque, il est d'avoir
quelqu'un dans l'entreprise qui se sent investi d'un rôle d'actionnaire, alors que finalement on a souhaité simplement lui conférer un outil de partage de valeur. Donc c'est pas un risque de perte de contrôle, parce que là on n'est pas sur des montants qui sont des pourcentages qui sont importants, mais ça peut être un risque de perturbation, parce que comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir une action, ça donne certains droits d'information, d'action, etc. Donc c'est un peu comme faire rentrer quelqu'un à table, et puis il se contente ça lui donne accès à toute une série de prérogatives qui sont pas nécessairement désirables de la part du dirigeant actionnaire. On a vu dans le passé des deals de cession qui étaient bloqués par un associé, enfin un ancien collaborateur qui avait 1% des parts. Oui, ça c'est un chantage assez classique. Il y a un certain nombre de mesures à prendre pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça, mais situation tout à fait possible. Dans le cas d'espèce, c'était un salarié qui n'était plus salarié, qui avait été vidé, qui était en procès avec l'entreprise parce qu'il a été parti en embarquant des infos des clients du fonds de commerce. Et donc du coup, l'histoire c'est qu'il a eu le droit à avoir plus d'argent pour ses actions, et on a dû abandonner les poursuites contre lui. Donc le sommet en fait de l'iniquité. Alors qu'on voulait au départ partager des actions pour des raisons d'équité. Oh, j'imagine comment on a dû le vivre en interne. Ouais, il n'était plus là. Ça doit être terrible. Ouais, c'est injuste. C'est valeurs. injuste sur l'injuste, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème ? Moi, je pense que les risques sont essentiellement de trois ordres. Donc les risques pour l'entreprise et pour le salarié de l'ordre fiscal et social. Pour l'actionnaire, la question de contrôler aussi son capital, le fait d'éviter que les actions se retrouvent dans des mains hostiles. Donc ça, c'est un exemple que tu viens de donner, c'est le salarié qui est parti, mais ça peut être le concurrent qui achète une partie des actions auprès de sa salarié. Donc c'est important. Aussi la notion d'ayant droit. Oui. D'ayant droit, oui. Avec la personne concernée, et on se retrouve avec des ayants droit qui deviennent actionnaires, alors qu'ils n'ont pas forcément un rôle. Absolument, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de prévoir en parallèle d'une émission, d'une attribution d'actions gratuites, tout un environnement qui permet de régler ces problèmes. Donc ça veut dire aussi qu'il faut les anticiper. Et en général, soit on prévoit des dispositions dans les statuts, soit on fait un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire un contrat dans lequel on va prévoir un certain nombre de règles. Par exemple, si le salarié qui est associé décède, ou s'il a un accident, ou s'il quitte l'entreprise. Donc il y a un certain nombre ce sont des événements qui ont un certain nombre de conséquences et qui ouvrent un certain nombre de droits pour les autres actionnaires. Et parmi ces droits, on peut avoir le rachat des actions. On peut aussi avoir la modification des droits et des prérogatives qui sont attachés aux actions. Voilà. Alors tu as orienté tes recherches plutôt sur l'idée de l'attribution d'actions gratuites. Donc qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était une bonne piste ? Alors, un certain nombre de raisons. La première chose, c'est qu'il existe effectivement plusieurs solutions pour assurer un partage de la valeur. Par exemple, créer ce qu'on appelle une ManCo qui va détenir des actions au bénéfice des salariés. ManCo, Société des managers. Société des managers, voilà, pardon de jargonner. Mais effectivement, c'est la Société des managers.
attribuer ce qu'on appelle des bons de souscription d'actions ou des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. L'idée étant qu'on donne aux salariés un droit d'acheter des actions à un certain prix. Ce qu'on appelait initialement les stocks options et qu'en France on a tenu à appeler les BSPCE. Alors les stocks options, ça peut être aussi c'est une forme de droit. Et la différence, c'est que les BSA et les BSPCE sont des valeurs mobilières. Et que pour les BSA, ils peuvent être transférés, ils peuvent être fondus. Mais bon, le régime des actions gratuites, il a cet intérêt, c'est qu'il est défini précisément par le droit des sociétés. Donc ça offre une sécurité et ça permet aussi de faire de la pédagogie avec les salariés. C'est-à-dire qu'on a un régime auquel ils peuvent se référer et qui est quelque chose de connu à l'extérieur de l'entreprise et qui est plus facile à expliquer. Donc une sécurité, c'est là on évite de se faire requalifier. Aussi bien également, au social qu'au fiscal. Ouais, absolument. La pédagogie, c'est qu'il y a un moment, il va falloir expliquer aux collaborateurs le plan qu'on a pour partager. Et des trucs compliqués, ça met du temps à être compris comme étant vraiment toujours dans l'intérêt et comme étant motivant. Absolument. Alors ça, c'est important d'avoir aussi cette sécurité, cette facilité d'explication, parce que je pense que pour les salariés, ça va pas de soi d'être actionnaire. C'est un univers qu'ils ne connaissent pas nécessairement, et donc il est important qu'ils se sentent à l'aise dans ce qui est proposé. Et alors, une des choses les plus importantes aussi, c'est que c'est, je pense, le seul système qui permette aux salariés d'accéder directement au capital sans faire d'efforts financiers directs. Ça, c'est un point important parce qu'un salarié, il a ses contraintes personnelles, il achète son appartement, il peut avoir des engagements importants qui souvent font passer au second plan l'envie de devenir actionnaire de l'entreprise. Donc ce système permet aux salariés d'être véritablement propriétaires d'actions sans avoir à faire un effort financier pour ce faire. Donc là, en l'occurrence, on est en train de dire, on ne fait pas de vous des copropriétaires, on fait de vous des gens qui ont le droit à un bout de la valeur qui va être créée. Ça nous paraît légitime, donc on voudrait partager. Absolument. Voilà. Donc, donc il peut y avoir deux messages. S'il y a des actions gratuites qui sont attribuées et que ces actions ont les mêmes prérogatives que les autres actionnaires, donc ça peut vouloir dire on veut vous traiter comme un actionnaire autour de la table. Mais si on utilise des actions de préférence, on peut avoir un message différent qui est de dire que on va vous faire partager la valeur, mais vous n'êtes toutefois pas au même niveau décisionnaire qu'un actionnaire ou que le dirigeant si c'est le seul actionnaire. Donc ça, on verra ça un peu après quand on abordera la question de des actions de préférence. Pour le moment, l'attribution d'actions gratuites, c'est possible uniquement pour les SA ou il y a d'autres structures qui peuvent l'avoir? Alors c'est possible pour les sociétés par action, c'est pas possible pour les sociétés comme les SARL ou des SNC parce que ce sont pas des sociétés par action, sachant qu'aujourd'hui il est facile de transformer une société une SARL en une société par action et que il y a toujours un moment où ça devient nécessaire ou opportun de passer en société par action parce qu'on veut faire des opérations sur le capital, parce qu'on veut faire rentrer un partenaire ou parce que effectivement on veut mettre en place des mécanismes de partage de valeur avec les salariés. Alors Mais s'il y a une holding en SARL avec des gens sur la holding en SARL et il y a la SAS en dessous, ça c'est possible de regrouper? Alors, ça devra se passer au niveau de la SAS. Ça devra se passer, c'est possible, oui. La personne, le salarié qui est salarié de la SARL peut bénéficier des actions gratuites. Donc il y a une condition de lien en capital entre les deux sociétés qui doit être respectée. Mais en fait, quand une société attribue des actions gratuites, elles peuvent être faites au bénéfice
des salariés et des mandataires sociaux de la société qui attribue, mais aussi au bénéfice des salariés des sociétés affiliées, voilà, ou d'une société sous un contrôle commun. Voilà. Mais la société qui procède à l'attribution des actions gratuites, c'est une SAS. Voilà. Alors ça peut être opportun aussi de donner des actions gratuites au niveau de la société holding si on a une intégration fiscale avec la société opérationnelle et l'intégration fiscale exigeant que la société holding détienne 95% du capital. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ça peut avoir un intérêt que la société qui attribue des actions gratuites soit la société holding, plutôt que la société opérationnelle. Mais ça veut dire, dans votre cas, qu'il faudrait que la société holding soit une SAS. Et ça se gère. Ok, donc qui a le droit aux actions donc on vient de répondre, ça c'est les salariés et les mandataires sociaux de la société qui attribue, ou les salariés des sociétés qui sont affiliées. Donc j'ai compris qu'il n'y avait pas les administrateurs. Non, dans une SAS, ça va concerner le président, le directeur général et le directeur général délégué. Et uniquement donc les collaborateurs, donc directs, pas les collaborateurs indirects, ceux qui sont des fournisseurs privilégiés. Non. Alors pour les collaborateurs indirects, on peut avoir d'autres systèmes comme des BSA qui peuvent leur donner un accès à terme au capital à des conditions privilégiées. Mais ce régime, il est réservé aux salariés et aux mandataires sociaux de la société. Tu penses à qui, un collaborateur indirect ? Parfois, tu peux avoir quelqu'un qui intervient en freelance plutôt que d'intervenir en salarié pour des raisons personnelles et qu'il faut être intéressé d'intégrer dedans. On trouvera d'autres moyens. Ok, alors, parmi les contraintes des attributions d'actions gratuites, on ne peut pas attribuer tout ce qu'on veut par rapport au capital. Non. Et donc on est effectivement contraint sur le volume d'actions gratuites qu'on peut attribuer. Alors ça c'est une idée qui est importante, c'est que on a un capital limité sur les actions gratuites, si j'ose m'exprimer ainsi, et il faut le gérer dans une perspective de temps. Il faut éviter de créer un biais dans lequel on aura des salariés qui auront bénéficié à plein des actions gratuites et d'autres qui n'en auront pas parce qu'on aura épuisé le quota. Donc ça, c'est 10% du capital social groupe ou de la SAS. De celle qui attribue. Et alors c'est 10%, ça c'est le cas général, mais dans les PME, dans les PME ça peut être jusqu'à 15%. Donc les PME, c'est des sociétés qui ont moins de 250 employés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions. Et si c'est la définition classique des PME, c'est ça ? C'est la définition classique des PME, effectivement. Et dans le cas où on attribue des actions gratuites à tous les salariés, on peut aller jusqu'à 30%. Mais dans ce cas-là, au-delà de la quotité légale de 10 ou 15%, les attributions sont soumises à certaines règles. Donc on a un multiple, compris entre 1 et 5, entre tous les salariés, c'est-à-dire que le salarié le moins doté qui aura une action, par rapport au salarié qui sera le plus doté, il ne pourra avoir que 5 actions, 5 fois plus d'actions. Voilà. Donc au maximum, on donne 5 fois plus d'actions que celui au plus favorisé. Voilà. Mais ça, c'est sur la quotité excédentaire, de 10 à 30 ou de 15 à 30 selon la tranche dans laquelle on est. Voilà. Ok. Juste, j'avais un point. Si j'ai bien compris, ça c'est seulement dans le cas où
on applique le régime, en fait, on attribue des actions à l'ensemble des salariés. Oui, absolument. Si on a juste quelques salariés, on Non. va avoir 10 à 15. 10 à 15, selon la nature de l'entreprise. On va avoir un ratio différent, Oui. plus que 5 entre... Oui. Ah oui, alors on peut, en fait, et on a une liberté totale d'attribution. Ça, c'est vraiment un point important aussi. C'est-à-dire que quand on se lance dans une attribution d'actions gratuites, on n'a pas de contraintes d'attribution ou de conditions pour les salariés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des attributions discrétionnaires, on peut avoir des conditions différentes. Ça veut dire quoi, une attribution discrétionnaire? Discrétionnaire, c'est-à-dire que vous pouvez décider... À la décision. Non, c'est pas tellement qu'ils savent pas. C'est libre décision, c'est-à-dire que c'est à la discrétion du dirigeant. C'est-à-dire que si on veut récompenser quelqu'un et pas les autres, on peut tout à fait le faire. Si on veut avoir une approche égalitaire, on peut tout à fait le faire. Si on veut attribuer des actions gratuites à une population donnée, à une catégorie donnée, on peut le faire. Donc on a une grande souplesse. Il y a un certain nombre de conditions qui s'appliquent en tout état de cause, mais à l'intérieur de ce cadre, on a vraiment une très grande souplesse. Alors il y a une raison que tu as évoquée, un des points que tu as évoqué, c'est une des explications de pourquoi on ne se satisfait pas des actions gratuites. C'est qu'en fait, quand on est sur l'idée des actions gratuites, on a une quotité de 10-15%, et en combien de temps il faut qu'on les distribue, sachant qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il va y avoir derrière comme nouveau salarié qui va peut-être être super important, et comment est-ce qu'on va maintenir en permanence au fil de l'eau l'équité qu'on veut trouver. Et certains peuvent partir aussi. Alors on va parler du cas de ceux qui veulent partir, mais souvent le problème c'est on a donné finalement trop à ceux qui étaient là la première année, et on s'en rend compte toujours après parce que la croissance a été supérieure à ce qu'on imaginait, parce que c'est souvent comme ça que la croissance, quand elle arrive, se retrouve. C'est l'exemple classique des gens qui étaient chez Facebook la première année et qui aujourd'hui ne font rien d'autre que d'attendre pour avoir des nouvelles parts supplémentaires chaque année comme prévu dans le plan initial, et qui ont garé leur grosse voiture dans le parking et qui font devant tous les autres, ah bon, attends, il faut que j'aille dans mon ranch, et c'est complètement injuste. Et très probablement ceux qui sont arrivés la première année sont beaucoup moins qualifiés que ceux qui sont venus 2-3 ans après, quand la boîte était une boîte qui avait une certaine voilà, donc du coup c'est aussi pour ça qu'on a demandé à Frédéric d'aller un peu plus loin que le nombre d'actions, que les attributions gratuites. Et par rapport à ces actions gratuites, on est sur 10 à 15% maximum de la valeur du capital social à un instant donné. Et justement, si le capital augmente au fil des ans, on peut remettre à jour ce montant. Oui. C'est un montant qu'on apprécie à la date où on décide l'attribution. Donc aujourd'hui, si votre capital est de 100, vous pouvez avoir 15 après émission. Mais si vous augmentez votre capital par la suite, effectivement, votre pourcentage augmente. C'est-à-dire qu'au moment où quand vous referez une nouvelle attribution d'actions gratuites, après avoir augmenté votre capital, vous aurez à nouveau une respiration. Si on est à 1000 par exemple, on aura droit à 150, mais on retirera les 15 qu'on a déjà donnés, il ne restera plus que 135. C'est ça Oui, alors si vous... On ne parle pas de l'augmentation de la valeur du capital. Non, du nombre d'actions. De nouvelles actions. Voilà, on parle d'émissions, c'est-à-dire que c'est ça... plus de la valeur du capital. Non. C'est un pourcentage, la valeur augmentera proportionnellement. On raisonne par rapport à un capital social, donc indépendamment de la valeur. Donc si vous augmentez votre capital social... donc par exemple, vous avez un capital de 100 et vous le portez à 150. Là, vous calculerez votre quotité de 15% par rapport à 150. Mais ce n'est pas l'augmentation de la valeur de l'entreprise qui va déterminer le nombre d'actions gratuites que vous pouvez souscrire. Ouais, d'accord. Vous pouvez attribuer. Si les 100 actions valent 150, ça ne change rien. Ouais. Mais si on fait une émission, une augmentation de capital de 50 actions en plus des 100, ça donne droit à 15% des 50. D'accord. C'est clair ? C'est bien ça, non ? C'est ça. Donc après, techniquement... alors rapidement, Assemblée Générale. Et alors l'Assemblée Générale, en fait, elle est définie...
extraordinaire, puisque ça aboutit à une modification statutaire. Donc elle définit un cadre, elle va définir le pourcentage maximum d'actions attribuées à titre gratuit, et puis elle va définir la durée pendant laquelle le président peut procéder à l'attribution d'actions gratuites. Et cette durée est d'un maximum de 38 mois. Et c'est le président qui va procéder à la mise en œuvre, qui va déterminer les bénéficiaires, qui va déterminer le nombre d'actions qui sera attribué à chaque bénéficiaire, qui va déterminer aussi les conditions qui vont être attachées à ces attributions d'actions. Voilà. Donc, alors, oui. Après, donc, petite subtilité. Voilà, alors Le législateur a introduit voilà. deux notions un peu bizarres. Une notion de durée minimum de période d'acquisition. Alors ça, c'est un peu compliqué. Tu veux nous expliquer ça? Donc il y a la période d'acquisition et la période de conservation. La période d'acquisition, c'est la période entre le moment où on décide d'attribuer les actions gratuites et le moment où on les livre, où on les remet au salarié. Et cette durée doit être au minimum d'1 an. Il y a une deuxième condition qui est la période de conservation, c'est-à-dire qu'une fois que le salarié a reçu ses actions gratuites, il doit les conserver pendant une période minimum. Et donc ce que la loi dit, c'est que la période d'acquisition est d'1 an minimum et le cumul entre la période d'acquisition et la période de conservation est de 2 ans. Donc si vous avez une période d'acquisition d'1 an, vous aurez une période de conservation qui sera d'1 an minimum. Si vous avez une période d'acquisition de 2 ans, vous pourriez ne pas avoir de période de conservation. Ça veut dire que les actions peuvent être cédées immédiatement. Et pourquoi il y a un délai d'1 an sur la période d'acquisition? C'est quoi l'intérêt? Alors, c'est un mécanisme de fidélisation. Donc je pense que pour le législateur, c'était une... c'est fiscal. C'est fiscal, mais c'est aussi le fait de montrer que la contrepartie du régime fiscal, de l'attribution gratuite, c'est de rester dans l'entreprise et d'y rester. Qu'on soit depuis 10 ans dans la société ou qu'on soit depuis 1 an dans la société. Oui. Là, ça pose un problème quand même. C'est que si le collaborateur part avant les 1 an, on n'a plus le droit de lui donner des actions. Oui, mais on est sur un mécanisme de fidélisation des collaborateurs. Donc sur un mécanisme de partage de la valeur. Il doit rester minimum 1 an. Mais oui, bon, si on le distribue parce que justement il a bien contribué, qu'il était là depuis 3 ans, 4 ans ou 5 ans et que c'est normal qu'on lui donne. On pense qu'il doit encore contribuer et c'est pour le motiver. Alors en fait, il y a la vraie raison, à mon sens, elle est un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une question de qu'est-ce que ça coûte pour les... coût pour l'entreprise. Donc pour le coût pour l'entreprise, on a... tu veux nous expliquer ça, Frédéric? Oui, alors pour l'entreprise, en fait, il y a... donc les actions gratuites sont exclues de l'assiette du calcul de cotisation sociale. Donc ça, c'est très important parce que c'est là que le coût est le plus important. Et il y a une contribution patronale qui est de l'ordre de 20% sur la valeur des actions à la date d'acquisition par le bénéficiaire. Donc la date d'acquisition, c'est la date à laquelle on remet les actions gratuites. C'est au bout d'1 an. Au bout d'1 an, minimum. Ça peut être plus. Et la loi PAC prévoit de le descendre à 8% pour les PME, c'est ça? Les PME ont une dispense. Alors les PME ont une dispense quand elles n'ont pas distribué de dividendes à hauteur de 40 524 euros. C'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire quand elles n'ont pas une dispense des PME, quand elles n'ont pas distribué de dividendes sur l'année? Sur l'année, je pense que c'est sur l'année au cours de laquelle les actions sont attribuées. Voilà. Et elles ne payent pas les 20%? Alors, elles ne payent pas les 20% sur 40 000 euros. À hauteur de 40 000 euros. À hauteur de 40 000 euros. Pour chaque salarié. Au-dessus, il y a les 20% pour au-dessus des 40 000. Et alors après, il y a pour le salarié. Pour les salariés, au moment de vendre l'action, seulement à ce moment-là, il va avoir 2 types d'imposition.
Alors, dans le calcul de l'imposition du salarié, l'important c'est effectivement que il n'y a pas de fiscalité pour le salarié jusqu'à la cession de l'action. Et au moment de la cession de l'action, on va calculer d'une part le gain d'acquisition, c'est-à-dire en fait ce qu'a gagné le salarié en ayant reçu gratuitement une action. Donc ça c'est par rapport à la valeur de l'action telle qu'elle a été déterminée au moment de l'attribution. Et cette part d'acquisition, ce gain d'acquisition, il sera imposé jusqu'à 300 000 euros avec un abattement de 50% et il sera imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et pour la partie excédant 300 000 euros, elle sera imposée au barème de l'impôt sur le revenu sans abattement. Et les plus-values, ensuite la plus-value de cession... Les gains d'acquisition, oui. C'est calculé non pas au moment où on décide, mais au moment où il reçoit ses actions. Oui, par rapport à la... Puisqu'on quand on paye le forfait social, on doit évaluer la valeur de l'action, et donc on va déterminer le gain d'acquisition par rapport à la valeur de l'action à ce moment-là. Donc pour le fisc, plus c'est tard, plus cette valeur est importante, et plus dans les gains, en fait, on va calculer de la plus-value qui va être plus faible par rapport au gain d'acquisition. Puisque au moment de la cession des actions, le collaborateur touche une somme, et on va déterminer en cette somme qu'est-ce qui est de l'ordre du revenu et de l'IRPP, et qu'est-ce qui est du niveau de la plus-value de cession. Absolument. Et ça s'additionne. Oui, il y a une partie qui va être considérée comme gain d'acquisition, et là il va payer l'impôt classique, et puis ce qui va être au-dessus va être considéré comme étant de la plus-value de cession, et là il n'aura que... Voilà. Si on prend un exemple, si on considère finalement l'action qu'on a attribuée, au moment où on l'a attribuée, elle valait 100 euros. Jusqu'à 100 euros, ça va être considéré comme un gain d'acquisition. Et si l'action est vendue 130 euros, on aura une plus-value qui sera la différence, c'est-à-dire 30 euros. Good. Alors, du coup, j'ai fait sauter quelques slides. Voilà, donc on avait parlé de période d'acquisition, période de conservation. Voilà, donc les autres conditions, c'est bien entendu être mandataire social ou salarié de la société à la date d'attribution des actions. Ça peut être, on peut aussi avoir d'autres conditions, par exemple, dire qu'on doit avoir atteint certains objectifs financiers ou d'autres objectifs à la date de la remise, ce qui fait, ça peut permettre de faire un système où on aura un plan pluriannuel avec des objectifs chaque année qui déclenchent le droit à un certain nombre d'actions gratuites. Voilà. Et ça peut être un plan individualisé, ça peut être un plan collectif. Donc il y a une grande liberté dans ces attributions. Absolument. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est les modalités de remise des actions gratuites. Soit ce sont des actions existantes, mais ça implique que la société les achète avant de les attribuer. Mais dans la plupart des cas, ce sera une remise d'actions nouvelles, donc émise dans le cadre d'une augmentation de capital. Et donc, comme on l'a évoqué auparavant, les actions peuvent être soit des actions gratuites ordinaires ou des actions de préférence. Les actions de préférence sont ces actions qui ont des droits spécifiques qui leur sont attachés et qui sont différents des actions ordinaires. Donc c'est une catégorie donnée d'actions et les actions peuvent avoir ou ne pas avoir de droit de vote. Et elles peuvent aussi perdre leur droit de vote par la suite. On peut mettre en place des mécanismes qui font que en cas de survenance de certains événements, le droit de vote est perdu. Mais ça, c'est vraiment dans la structure juridique SA ou SAS où on crée ces actions-là. Oui. Parce qu'on parlait de société de manager, en fait, il n'y a pas de société intermédiaire. Ah non, il n'y a pas de société. Dans le système d'actions gratuites, il n'y a pas de société intermédiaire parce que le bénéficiaire, c'est le salarié en direct. Ça empêche les ManCo, mais en revanche, donc on peut utiliser des actions de préférence. Donc l'action de préférence. L'action de préférence, alors... C'est quoi une action de préférence ? Une action de préférence, c'est une action qui a un certain nombre de droits particuliers qui sont attachés à l'action elle-même. C'est-à-dire que la différence entre... il y a certains droits qui peuvent être liés à la personne
du porteur. Et donc ces droits qui ne sont pas transmissibles en cas de cession de l'action, là, les droits qui sont attachés à une action de préférence, ils subsistent en cas de transfert de l'action. Et c'est une catégorie d'actions particulières qu'on a définie dans les statuts. Oui. Et qui peuvent être de par avoir le droit de vote par exemple, ou d'avoir le droit à un accès aux bénéfices sur telle ou telle partie d'activité. Voilà, ça ce sera des actions traçantes. On peut avoir aussi un dividende préférentiel par rapport aux autres. On peut avoir aussi ce qu'on appelle une préférence liquidative, c'est-à-dire le droit de recevoir une part plus importante du boni de liquidation. On peut avoir aussi un certain nombre de prérogatives politiques, c'est-à-dire le droit d'être consulté ou un droit de veto sur certaines décisions. Voilà. Ou on peut ne pas avoir de droit de vote. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a une grande liberté pour organiser les droits des actions de préférence. Et on peut avoir aussi un certain nombre de droits en cas de cession de la société. On peut prévoir au profit des actions de préférence une répartition préférentielle du prix de cession. Donc, en pratique, avec les 15% de plafond qui limitent en fait en quota, on peut partager 50%, 80% de la valeur. Théoriquement, c'est possible. Au bénéfice des 15% sur des actions. Théoriquement, c'est possible. En pratique, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit Rien. Je pense que rien ne l'interdit. Après, il faut que ça ait un sens et un intérêt pour. Tout à fait. J'ai dit 80, mais si c'était 30 ou 27 dont on a besoin, finalement, la limite à 15 est contournable par les actions de préférence. Absolument. Et on peut aussi, les actions de préférence, cet intérêt, c'est que on peut aussi contourner la difficulté d'avoir un nombre limité d'actions de préférence en disant que finalement, on attribue à cette catégorie d'actions des droits d'une manière globale. Par exemple, un droit à un dividende qui représente 15% du dividende distribué, indépendamment du nombre d'actions de préférence existantes. Donc si au début on a deux actions de préférence, les deux actions de préférence se partageront les 15%, mais si à la fin on en a 400, ces 15% resteront les mêmes, mais ils seront partagés entre les 400 actions. Voilà. Donc ça donne une forme d'élasticité. Oui. De définir le nombre d'actions qu'on va attribuer et les attribuer à ceux qui ont contribué cette année-là, et d'avoir finalement des compensations entre la valeur de ceux qui étaient présents il y a un an et ceux qui sont présents cette année et ceux qui seront présents l'année prochaine. On peut comme ça tout au long du cycle de vie d'entreprise considérer qu'il y a effectivement eu des apports plus ou moins importants année par année, et tout ça tiendra toujours dans l'enveloppe des 15% d'actions et de partage de la valeur selon ce qu'on veut, et voire même plus si on décide. Par rapport à ça, une question. On a 38 mois, une fois qu'on a fait un plan d'émission d'actions gratuites. Est-ce qu'on peut recommencer? Bien sûr. Combien de fois? Donc on peut faire un plan continu autant qu'on veut, pour autant qu'on reste dans la limite des 15%. C'est-à-dire que si on veut faire par exemple un plan dès le départ où on se donne la possibilité d'aller jusqu'à 15%, et que à l'issue des 38 mois on n'a pas utilisé la totalité des 15% du capital, on peut refaire un plan pour la partie non utilisée. D'accord, donc d'où anticiper et garder une certaine réserve en donnant le moins d'actions possible avec des droits qui donnent le partage économique comme on le souhaite, et se garder une grande réserve en fait théorique qui finalement ne change pas grand-chose. Et c'est la beauté du truc. C'est que si tu donnes 10 actions... Une action à chacun, et une action à chacun, et que tu as distribué 10 actions sur les 100 000 que tu as distribuées, ces 10 actions, dans un premier temps, auront le droit aux 15% du capital. Voilà, elles vont capter la totalité des droits. L'année d'après, on redistribue... Pas 15, forcément. Si on a 10 à 15% maximum. Non, mais ça, c'est le nombre d'actions. Là. Je pense que Patrick parlait du pourcentage du dividende. Du bénéfice. La valeur économique qu'il faut rester à déterminer par la préférence choisie. Oui, on choisit le pourcentage qu'on souhaite.
mais on peut attribuer une action par personne, finalement, et se garder une réserve énorme pour la vie de l'entreprise. Oui. Exactement. Jusqu'à ce qu'on atteigne 15% de capital en nombre d'actions. Voilà. Et qui se partageront. Toutes, elles auront le même droit, par exemple. Un droit fixe, c'est possible. Si on dit par exemple, elles vont partager 10% du bénéfice net distribué ou distribuable, mais en général c'est distribué. Oui, oui, c'est tout à fait possible de déterminer pour une catégorie d'actions, des droits, une espèce d'ombrelle dans laquelle on va qui va déterminer comment sera traitée la catégorie d'actions, et donc à l'intérieur de cette catégorie d'actions, les droits seront partagés en fonction du nombre d'actions existantes. D'accord. Et du coup, dans le pool d'actions gratuites attribuées, on peut avoir des actions de préférence de types différents, A et B, par exemple. On peut. Alors ça veut dire qu'on aurait deux catégories d'actions, mais c'est tout à fait possible, hein, puisque en fait, ça doit être prévu au niveau de l'Assemblée générale, on décide de l'attribution d'actions gratuites. On va décider de la catégorie éventuelle, la catégorie des actions qu'on va attribuer, et rien n'interdit à l'Assemblée générale de, par exemple, dire que on pourra attribuer des actions ordinaires ou des actions A ou des actions B ou des actions C. Et après, ce sera au président de mettre en œuvre cette délégation, et on pourra lui donner le pouvoir de décider comment il va faire cette ventilation. Good. Voilà. Juste un point, donc on peut aussi faire varier les droits en fonction du départ du salarié, ou si le salarié n'est plus dans l'entreprise et qu'on décide que le fait qu'il ait quitté l'entreprise doit la catégorie B. Voilà, on peut très bien le faire passer dans une autre catégorie. Voilà. Alors, tout ça doit être prévu à l'origine, c'est-à-dire qu'on peut pas, au moment où il s'en va, dire finalement il va avoir des actions catégorie C ou D. Mais à partir du moment où ces mécanismes sont mis en place, au moment où on fait l'attribution des actions, on peut tout à fait avoir ça. Et là, on est plus pour le coup dans la mécanique des actions de préférence que dans la mécanique des actions gratuites. Mais là, pour la mécanique des actions de préférence a un intérêt dans ce contexte particulier, parce qu'elle permet finalement de faire varier les droits du salarié en fonction d'un certain nombre d'événements qui auront été prédéterminés. Et donc toi, tu recommandes de combiner à ces deux mécaniques un pacte d'actionnaires, ou au moins quelque chose qui soit écrit dans les statuts. Oui. Pour pas oublier que... Absolument. Alors je pense que c'est important, parce que en fait la chose à garder en tête, c'est qu'une fois que l'action a été attribuée, le salarié en est propriétaire. Donc il en fait ce qu'il veut, en principe. Il faut une règle, c'est pour ça qu'il faut une règle du jeu pour contrôler la circulation du capital, pour gérer les départs des salariés, si on veut que les départs des salariés entraînent certaines conséquences, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut décider aussi que le salarié, une fois qu'il a reçu ses actions gratuites, il les garde, il garde les mêmes droits, qu'il quitte l'entreprise ou pas. Et on peut aussi dire qu'il conserve ses droits s'il quitte l'entreprise au bout d'un certain temps. Par exemple, au bout de 3-4 ans, on peut considérer qu'il a acquis le droit finalement de garder les mêmes prérogatives que les salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Et donc les clauses qu'on trouve le plus souvent dans les pactes d'actionnaires, c'est le droit de préemption, c'est-à-dire qu'en cas de cession, les autres actionnaires ont une priorité pour acheter les actions au même titre, aux mêmes conditions, au même prix que les actionnaires, que ceux qui ont été convenus dans le deal entre l'actionnaire et son acheteur. Donc si j'ai une offre d'achat d'actions à 100 € l'action, les autres actionnaires pourront acheter ces actions à condition de s'aligner sur les conditions de prix qui sont proposées.
On a aussi un droit de sortie conjointe, c'est-à-dire que dans le cas où il y a une cession d'actions qui est opérée, les autres actionnaires peuvent avoir le droit de céder une partie de leurs actions aux mêmes conditions que l'opération qui a été initiée. Et alors, on a aussi l'obligation de cession conjointe qu'on appelle communément le drag along, pour utiliser un jargon anglo-saxon. Le drag along, ça permet de sécuriser la sortie pour l'actionnaire principal. Le jour où l'actionnaire principal va vendre sa société, son acheteur va vouloir, dans quasiment la totalité des cas, il va vouloir 100% du capital. Donc ça permet de sécuriser cette sortie en obligeant tous les actionnaires qui auront signé le pacte à vendre leurs actions aux mêmes conditions que celles qui ont été acceptées par l'actionnaire principal. Donc ça évite de se retrouver dans la situation que tu évoquais tout à l'heure, où on a un actionnaire qui va faire chanter l'actionnaire principal pour obtenir un prix plus élevé ou l'abandon des poursuites ou d'autres choses auxquelles il n'aurait pas eu droit normalement. Voilà. Et on peut trouver aussi des clauses qu'on appelle good et bad leavers. C'est des clauses qui organisent le rachat des actions par l'actionnaire principal ou par les autres actionnaires à des conditions qui sont déterminées en fonction de l'événement qui a justifié le départ. Donc on parlera de good leaver quand on aura eu par exemple un salarié qui aura été licencié pour un motif qui n'est pas une faute grave. On pourra parler de bad leaver si on a une démission dans un certain délai ou un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. Voilà. Et donc les droits varient en fonction de ces événements. Mais ça n'a rien d'obligatoire. Ça, c'est des clauses classiques qu'on trouve dans les pactes. Et donc, voilà. Alors ça peut être mis dans le pacte ou ça peut être mis dans les statuts. Ça peut être mis dans les statuts. Généralement, c'est dans le pacte. Mais on peut rien interdit de le mettre dans les statuts si on veut que ça ait vraiment un côté très solennel, très figé. Les conséquences de mettre dans les statuts, c'est que c'est public, parce que les statuts sont déposés au greffe du tribunal de commerce, et que pour modifier ces clauses, ce sera en fonction des modifications, aux règles prévues pour les modifications statutaires. Donc ça peut être un peu moins souple qu'un mécanisme contractuel. Et le fait que c'est soit public, ça a un avantage, c'est que c'est opposable au tiers. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui dit moi j'ai acheté des actions, je ne savais pas qu'il y avait un pacte d'actionnaires, débrouillez-vous entre vous. Absolument. J'ai deux questions par rapport à ces deux points. Pour le good leaver, bad leaver, on sait qu'il y a plein de... C'est assez pervers en fait d'avoir ces clauses-là, parce qu'on sait que quand ça ne fonctionne pas bien entre un salarié et l'entreprise, on peut soit lui pourrir la vie pour que le salarié parte, et ça donne des conditions, en fait ça change les droits par rapport à ce qu'on a quand on est actionnaire, et inversement, le salarié peut pourrir la vie de l'entreprise pour qu'il se crée un événement qui change ses droits. Donc est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou pas, et qu'on doit appréhender peut-être un peu plus finement? On est peut-être d'accord là-dessus. On est bien aligné dessus. C'est une question d'opportunité. C'est la description des clauses classiques. Voilà. Effectivement, nous on pense plutôt chez Melsion qu'il faut que quand le collaborateur parte, soit il est transféré dans une autre catégorie d'actions qui lui donne droit peut-être à moins d'accès aux distributions de dividendes et aux choses comme ça, mais il n'y a pas de raison qu'on lui retire des actions dans la mesure où on pense qu'il a contribué jusque-là. Et si on s'entend plus, ça ne veut pas dire qu'on doit se venger sur le passé, quoi. Tout à fait. Donc, si on traite ça comme un complément de rémunération aligné à la valeur créée, quand un salarié s'en va et qu'on est fâché pour n'importe quelle raison, on ne lui retire pas son salaire des années précédentes. C'est impensable. Non, mais c'est exact. Après, on peut aussi dire qu'on attribue des actions gratuites pour s'assurer une fidélisation du salarié dans les années à venir. Donc, ce qu'on trouve souvent dans les pactes d'actionnaires, c'est que les clauses de good leaver ou de bad leaver s'appliquent pendant une durée limitée, et aussi on peut avoir une dégressivité sur le nombre d'actions qui sont concernées. Donc, mais j'entends ce que tu dis, et ça n'a rien d'obligatoire d'avoir ce genre de clause. Voilà. Donc on peut, avec précaution,
mais c'est pas quelque chose on va dire de consubstantiel à l'attribution d'actions gratuites. On peut tout à fait vivre sans. Très bien. Voilà. La deuxième question concerne l'obligation de sortie, notamment, et où c'est écrit entre les statuts et le pacte. Parce que un des problèmes qu'on a vécu aussi dans un cas de cession, c'est-à-dire en fait là c'était une société qui était en cessation de paiement, donc il y avait une urgence à la vendre, et il y avait un actionnaire qui avait 1,5% du capital, et il y avait un pacte qui l'obligeait à vendre conjointement, mais le jour de la cession, il ne s'est pas présenté. Et quand on ne se présente pas, quand on ne respecte pas un pacte, on va au tribunal, et la société a été vendue pour 1 euro, alors qu'il y avait une offre à 3 millions sur la table. Alors... ça a un petit peu changé avec le droit des sociétés récemment, il me semble. Voilà. Est-ce que dans le pacte, on peut le rendre exécutoire? Parce que apparemment, c'est une nouvelle notion dont j'ai entendu parler. On peut le rendre exécutoire, mais surtout, on peut prévoir en fait qu'on donne mandat au président pour exécuter la cession en lieu et place de l'actionnaire défaillant. Donc, on peut tout à fait prévoir dans le pacte. En général, c'est dans le pacte, ce sont souvent des clauses qui sont un peu difficiles à accommoder dans les statuts, mais on peut tout à fait prévoir que chaque actionnaire donne pouvoir au président de signer en son nom et pour son compte l'ordre de mouvement, de recevoir le prix de cession, ce qui fait que là, on évite d'aller au tribunal. Parce qu'effectivement, quand on a une violation contractuelle, on doit aller forcément aller au tribunal, et on doit aller au tribunal même pour obtenir l'exécution forcée, en fait. Donc ça veut dire que si on n'a vraiment pas le temps, la solution de l'exécution forcée est aussi problématique, parce que on peut se trouver dans une procédure qui va durer longtemps. Donc du coup, la délégation du pouvoir de cession au président n'a pas été contestée juridiquement. Il n'y a pas de jurisprudence. Je ne pense pas, non. Voilà. Au moins, c'est à prévoir, parce que ce n'est pas habituel dans les pactes. Mais en plus, il me semble que la modification du droit des affaires, là, il y a 2 ans, a modifié un peu l'idée que jusque-là, le seul risque c'était les obligations de faire ou de ne pas faire se traduisent en dommages et intérêts, qui faisait que du coup on risquait d'avoir quelqu'un qui ne faisait pas, et le seul truc qu'on pouvait réussir à obtenir, c'est qu'il nous paye pour le dommage, et il fallait démontrer le dommage, et puis il fallait qu'il soit solvable. Ouais, alors la loi, effectivement, c'est l'ordonnance qui a modifié le droit des obligations, ouvre cette voie, mais malgré tout, on est quand même dans un recours judiciaire. Mais qui permet l'exécution forcée. Voilà. Mais donc avec la possibilité de faire appel, etc. Donc on est dans un ordre un calendrier qui est complètement différent. Good. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, puisqu'on a couvert à peu près tous les éléments? Très dense. Okay. Là, c'est la situation actuelle du droit français. Oui. D'accord. Voilà. C'est une solution imaginée qui correspond à auquel des charges qu'on a donné à Frédéric, qui est de faire quelque chose qui tienne sur la durée, qui soit équitable, qui soit vraiment orienté dans l'idée de partager la valeur. Et donc qui combine l'attribution d'action gratuite, qui est un truc qui est défini par la loi et qui est du coup relativement stable, mais qui peut changer à tout moment dans les conditions d'attribution. Enfin, on connaît nos amis de Bercy, il y a probablement un moment où ils vont faire des tas de modifications année après année, parce qu'ils ont constaté que des gens l'utilisaient comme ci ou comme ça, et que c'était pas leur idée. Et puis la combinaison avec ça d'une type de structure d'action, qui est le droit des actions de préférence, qui elles permettent justement de compenser ce que les actions gratuites ne permettent pas. Alors juste par rapport à cette conjonction là, soit j'ai mal suivi, soit j'ai mal compris, c'est probablement la deuxième solution. Les 15%, vous les d'actions que j'ai compris ordinaires, mais j'ai peut-être pas bien compris. Enfin, 15% de la valeur du capital, donc d'actions ordinaires, enfin de la valeur du nombre d'actions. C'est-à-dire qu'en fait, voilà.
vous la transformez par une espèce de règle de 3 sur des actions de préférence. Des actions de préférence. Alors, donc vous dites que en fait, cette quantité d'actions de préférence peut exploser quelque part un peu. Non, c'est pas ça. Varier. Sur 100 actions, on a le droit de distribuer 15 à des salariés. Maintenant, ces 15, on peut les distribuer comme des actions normales ou comme des actions de préférence. Voilà. Si on les distribue comme des actions de préférence, et qu'on dit la première année on va en distribuer une, mais mais en fait finalement les actions de préférence vont avoir le droit à X% du capital, et cette action unique, et du coup celle qui a le droit en année 1 à toutes ces actions, à toute cette valeur. Et puis l'année 2, on peut en distribuer, mettons 3, et donc ça va faire ces 4 actions qui vont avoir le droit en année 2 à toute cette valeur. Toute cette valeur qui est attribuée à la catégorie d'actions de préférence. D'accord. Donc c'est ça qui permet une grande ça, souplesse. C'est inscrit dans En fait, c'est dans le, si vous voulez, quand vous définissez l'action de préférence, vous allez dire, voilà, je crée une catégorie d'actions A, et les actions A auront droit à X% du résultat. Voilà. Et alors que, comme vous pourriez dire que chaque action droit A aura droit à tant. Non, on va dire différemment, on va dire que globalement, les actions A reçoivent tel pourcentage du bénéfice. Pour prendre cet exemple-là. Donc, si au début vous avez 10 actions, eh bien, la totalité de ces 10 actions va capter les droits qui sont affectés à ces actions A. Si vous en avez 1000 après, donc les mêmes droits seront répartis sur les 1000 actions. Voilà. Mais il ne faut pas raisonner en valeur, en fait il faut raisonner par rapport au nombre d'actions et il faut par rapport aux catégories d'actions. C'est-à-dire que si vous voulez, l'évaluation de la valeur, l'évolution de la valeur de l'entreprise, elle ne crée pas un droit de recevoir plus ou moins d'actions de préférence. C'est l'évolution du capital lui-même. Du nombre d'actions. Et du nombre d'actions. Donc dans les statuts, parmi d'autres choses, on définit les actions et leurs droits. Et ben on a tout d'un coup l'idée on a des actions normales et puis on a des actions dites de préférence qui ont des caractéristiques différentes, qui peuvent ne pas avoir le droit de vote, qui peuvent concerner uniquement une partie de l'activité, qui peuvent avoir un droit spécifique en termes de distribution de dividendes. Ça, c'est dans les statuts, ça, de la définition des actions. Oui. Donc une assemblée générale extraordinaire, puisqu'il y a modification des statuts. Voilà. Ce qui va être dans le plan d'attribution et ce qui peut varier d'un bénéficiaire à l'autre, c'est le délai d'acquisition, le délai de conservation, le nombre d'actions qu'on va attribuer, les conditions dans lesquelles on va déterminer ce nombre d'actions. Donc ça peut être individualisé. Mais effectivement, ce qui est figé dans les statuts, c'est les droits qui sont attachés à la catégorie d'actions de préférence qu'on va utiliser. Et ce qui a été figé par l'Assemblée générale, c'est le nombre global d'actions qu'on va attribuer et les prérogatives qu'on va conférer au président, la délégation de pouvoir du président. Ok. Pour résumer encore une question, c'est-à-dire les actions donnent droit aux dividendes, à la valeur de l'entreprise quand elle est vendue, en fait le prix des actions quand ils sont vendus, un droit de vote éventuel et un droit de regard. Oui. Alors le droit de vote et le droit de regard, c'est le droit de regard de base, c'est le droit de vote. Après, le droit de regard peut aller au-delà du droit de vote, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, une catégorie d'actions de préférence qui donne un droit de veto sur telle ou telle décision de l'entreprise. Mais est-ce que, par exemple, l'obligation de partager les comptes de l'entreprise avec les actionnaires qui n'ont pas de droit de vote, en fait, comment on fait la part des choses? Alors, la part des choses, elle se fait par rapport aux obligations légales. Donc, il n'y a pas d'obligation de principe de communiquer les comptes, d'envoyer les comptes aux actionnaires. En revanche, si un actionnaire veut prendre connaissance des comptes, il peut le faire.
Et la société a aussi une obligation de déposer ses comptes. Donc les comptes ne sont pas une donnée, en principe, c'est pas une donnée confidentielle. La société peut, dans certains cas, ne pas déposer ses comptes. Alors, il y a une procédure de confidentialité, mais un actionnaire, en tout cas, aura toujours le droit de demander à la société de lui communiquer ses comptes. Et il sera aussi invité aux assemblées générales Oui. d'approbation des comptes annuels. Oui. Et là, il faudra bien mettre les comptes sur la table pour que Oui, l'approbation bien soit sûr, valable. absolument. Oui, oui. Mais il n'aura pas forcément de vote pour approuver. Ah non, absolument. Mais à Ouais. ce moment-là, je pense qu'il, même s'il n'a pas de droit de vote, il sera convoqué à l'Assemblée générale Je pense qu'il ordinaire. devrait être convoqué à l'Assemblée générale ordinaire. En tout cas, il a un certain nombre de prérogatives qui sont liées à sa qualité d'actionnaire, même s'il est privé de droit de vote. Voilà. Et pour finir, comme on a affaire à des salariés, donc avec un lien de subordination par rapport à l'entreprise, Oui. est-ce qu'il a été éventuellement requalifié comme abus de majorité ou abus de droit quand un salarié rompt son contrat avec l'entreprise et qui revienne dire j'avais pas le choix, on m'a forcé à le faire parce que j'étais salarié et que c'était ma source principale de revenus, donc quelque part il y a eu abus et j'étais pas d'accord mais j'ai signé. Sur la décision une décision en tant qu'associé. En tant qu'actionnaire, exactement. Moi, je ne connais pas de précédent de décision qui ait tranché ce point-là. Après, Ça ne demande pas d'argent. oui, on est sur un... C'est la différence avec les plans d'options. Ouais. Ah non, mais On est bon sur de un le système, savoir, en on fait. est sur un Je système pensais aussi bien que c'était- de façon de responsabilité limitée en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire qu'on vote ou on vote pas. Après, il y a des cas où il peut y avoir un abus de majorité ou un abus de minorité. Ce serait plutôt un abus de minorité, mais là, on jugera plus en fait, on aura plus tendance à engager des poursuites contre le salarié actionnaire que l'inverse. Donc, donc, si le fait qu'il ait été salarié a une incidence dans sa décision, dans la position qu'il a prise en tant qu'actionnaire, il faudra le démontrer. Et il faudra démontrer que ça a causé aussi un préjudice. D'accord. Et pour finir, par rapport aux salariés eux-mêmes, il y a beaucoup de salariés qui pensent que être actionnaire, ça leur donne une certaine assurance de pouvoir, de contribuer à la gestion de l'entreprise. Et selon moi, encore une fois à débattre, les décisions d'actionnaires n'ont rien à voir avec les décisions de gestion. Il faut bien dissocier. C'est un niveau d'intervention différent. Je veux pouvoir me prononcer ou avoir mon mot à dire sur la gestion de l'entreprise, mais ça c'est au niveau de la gestion qu'on leur donne ce droit. C'est du management, et alors que le droit de l'actionnaire, c'est tout à fait autre chose. Ah oui, le droit de l'actionnaire. C'est pas là que ça se décide. L'actionnaire, il est consulté sur un certain nombre de décisions. Il approuve ou il rejette ces décisions, mais il n'intervient pas dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc la fausse demande de dire je veux être impliqué dans la gestion, donc je veux être associé actionnaire, c'est une demande qui est courante, mais qui, à mon sens, n'a pas sa légitimité. Non, effectivement, c'est pas là que ça se passe. Et je pense que le droit d'être actionnaire, ça donne le droit de participer à la valeur de l'entreprise et de participer à un certain nombre de décisions, mais qui sont des décisions qui relèvent absolument pas du quotidien, voire de la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, elle est décidée par le dirigeant et les actionnaires vont intervenir dans les décisions de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, si on doit faire une fusion, donc si c'est une décision qui va affecter la structure même de l'entreprise, de la société. Mais décider d'aller développer les activités dans tel ou tel pays ou d'abandonner tel secteur d'activité, ça ne relève pas de l'actionnaire. Ça relève du dirigeant. Merci Frédéric. Merci à vous. C'était Merci beaucoup. intéressant. Et donc, la conférence a été enregistrée, elle sera mise sur le site de Melsion et permettra à tout le monde de voir ton travail et de s'adresser à toi directement, puisqu'on mettra tes coordonnées en dessous. Merci. Merci beaucoup. Merci.